Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal consacrée au secteur minier africain qui est un levier essentiel pour la croissance économique. L'Afrique a engagé des politiques ambitieuses visant à faire du secteur minier un véritable moteur de développement socio-économique. À travers des reportages et analyses, tout de suite, nous nous intéressons aux stratégies pour améliorer le secteur minier en Afrique. Le paysage économique de l'Afrique a été largement façonné par l'exploitation minière et le secteur continue d'être un employeur majeur et de contribuer au PIB. Avec 30% de ses réserves minérales mondiales, l'Afrique représente 40% de l'or, 70% du colbate et 60% du manganèse, 25% de la bauxite et environ 15% du cuivre. Cependant, l'exploitation du plein potentiel de ces ressources nécessitent une forte coopération régionale, des réglementations harmonisées et des efforts de collaboration de la part des gouvernements et des acteurs du secteur privé et de la communauté. Je vous propose d'écouter l'analyse de Sarah Yemeli. L'Afrique est dotée d'une multitude de ressources minérales, notamment l'or, l'argent, le cuivre, l'uranium et le colbate. Ces minéraux sont essentiels au processus de fabrication dans le monde entier. Le continent représente 30% des réserves minérales mondiales et la demande devrait être multipliée par 6 d'ici 2050. En Afrique subsaharienne, le secteur minier est un moteur économique majeur, avec une valeur de plus de 108 milliards de dollars en 2023. En moyenne, le secteur représente 10% du PIB dans les 15 pays les plus riches en minerais de la région en 2021. Cependant, dans des pays comme l'Afrique du Sud, le secteur minier est confronté à un certain nombre de défis majeurs, notamment l'épuisement des teneurs en minerais, la perte de ressources, la dégradation de l'environnement et les problèmes sociaux. Just to give you round numbers, Pour vous donner une idée, nous avons réalisé des travaux d'exploration d'une valeur d'environ 6 milliards de rands. Si l'on remonte à 2006-2007, nous en sommes aujourd'hui à 1 milliard de rentes par an. C'est un chiffre très bas. Et si nous voulons assurer une production minière durable en Afrique du Sud à l'avenir, nous devons débloquer cette activité d'exploration. Nous disposons de toutes ces ressources souterraines, mais nous ne les exploitons pas pleinement. Abritant d'abondantes réserves minérales, l'Afrique représente 40% de l'or mondial, 90% du chrome et du platine, 70% du colbate, 60% du manganèse, 25% de la bauxite et environ 15% du cuivre. Ces ressources sont essentielles au développement de technologies et d'infrastructures plus vertes à l'échelle mondiale. Selon les ministres africains des mines, il est nécessaire de renforcer la coopération continentale dans des domaines tels que l'extraction des minéraux, la création de valeur, le développement des infrastructures et le commerce. Le rôle du gouvernement est de faciliter du point de vue du cadre législatif et politique la tâche des investisseurs afin qu'ils puissent se concentrer sur l'exploitation minière et la mise sur le marché de produits finis. Le secteur minier africain est à la croisée des chemins. Ces vastes réserves minérales étant prêtes à alimenter le développement du continent et de la planète. Cependant, pour libérer ce potentiel, il faut une forte coopération régionale, des réglementations harmonisées et des efforts de collaboration de la part des gouvernements, des acteurs du secteur privé et des communautés. Il faut que l'État ne soit plus consigné à ce rôle de collecteur de taxes et d'impôts. Il faut que l'État soit un opérateur économique à travers les partenariats publics-privés nationaux. Donc les privés nationaux, avec l'État, peuvent vraiment aller dans ce sens-là et être au niveau des services. Je vous rappelle que 80% des opérations minières sont détenues par les services.
à travers les analyses de laboratoire, à travers les forages miniers, à travers l'approvisionnement en carburant, à travers l'approvisionnement en denrées, etc. Donc c'est tout un tas de services qui sont là et qui pourraient beaucoup profiter au secteur privé national. À mesure que le monde s'oriente vers des solutions énergétiques propres, la demande de ces ressources devrait croître rapidement. Par exemple, BHP Billiton prévoit que la demande mondiale de cuivre augmentera de 70% d'ici 2050 par rapport à 2020, étant donné que l'Afrique détient une part importante des réserves mondiales de cuivre et d'autres minerais énergétiques essentiels. Le continent est bien placé pour développer des initiatives et des projets durables. Les autorités de la République démocratique du Congo espèrent d'ici la fin du mois de juin 2025 conclure un double accord stratégique avec les États-Unis. L'un portant sur des investissements dans les minerais critiques du pays, l'autre visant à désamorcer le conflit dans l'est du territoire où sévit la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Plus de précisions avec Philomène Tiné. Les discussions autour du développement minier en Afrique cherchent à maximiser les retombées économiques pour les pays africains tout en intégrant les dimensions sociales et environnementales. C'est dans ce cadre que la République démocratique du Congo, RDC, et les États-Unis mènent actuellement des négociations intensives pour établir un partenariat stratégique axé sur l'exploitation des minerais critiques. Les deux pays devraient finaliser un accord d'investissement d'ici la fin juin 2025. Les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ce projet d'accord vise à encourager les investissements américains dans les minerais stratégiques de la RDC tout en soutenant les efforts pour mettre fin à la rébellion dans l'est du pays alimentée par des groupes soutenus par le Rwanda. Par ailleurs, cet accord offrirait à la RDC une opportunité majeure de diversifier ses partenariats internationaux, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis de la Chine qui domine actuellement l'exploitation de ces vastes ressources minières. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Les autorités congolaises dénoncent le pillage systématique de leurs ressources minières comme un facteur clé des conflits qui opposent le gouvernement aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Selon un rapport de l'ONU datant de juin 2024, le groupe armé M23 aurait exporté environ 150 tonnes de cobalt vers le Rwanda, générant près de 300 000 $ par mois grâce au contrôle d'un site minier stratégique dans l'est du pays. Cet accord avec les États-Unis permettrait de diversifier nos partenariats, réduisant ainsi la dépendance du pays envers la Chine pour l'exploitation de ses immenses ressources minérales. La RDC est l'un des pays les plus riches en ressources minières au monde, détenant notamment près de la moitié des réserves mondiales de cobalt et se positionne comme le deuxième producteur mondial de cuivre. Selon des experts, l'Afrique n'a pas été présentée lorsque l'architecture financière mondiale a été mise en place. Les accords de Bretton Woods, qui ont dessiné des grandes lignes du système financier international, sont caduques pour son développement. En matière de financement climatique, par exemple, avec seulement 30 milliards de dollars reçus contre un besoin de 277 milliards de dollars par an pour faire face au changement climatique, il est évident que l'architecture actuelle ne peut répondre aux exigences du continent, d'autant plus que les pays les plus frappés par les effets du changement climatique sont en Afrique. Je vous propose une analyse signée Catherine Gombe.
L'Afrique est laissée de côté dans l'architecture financière mondiale, une réalité soulignée par Emmerson Mnangagwa, président de la SADC, qui insiste sur la nécessité d'une réforme pour garantir des résultats optimaux. Selon lui, les défis de l'Afrique, notamment en matière de résolution de la dette et de financement climatique, exigent une attention mondiale accrue et des instruments financiers adaptés. L'expérience et les leçons que nous avons tirées en cours de route nous éclairent. L'élément clé à cet égard est que la conservation doit être inclusive et impliquer les gouvernements, les communautés locales, les chercheurs et le secteur privé. Sur la question de la dette, d'après une étude du PNUD, les pays africains pourraient économiser jusqu'à 74,5 milliards de dollars si leur notation de crédit était basée sur des évaluations moins subjectives. Cette manne financière leur permettrait de rembourser le principal de leurs dettes intérieures et extérieures, libérant ainsi des ressources pour des investissements dans le capital humain et le développement des infrastructures. Parmi les éléments de l'architecture financière mondiale qui ne répondent pas aux besoins spécifiques de l'Afrique, figure également le financement pour le climat. En effet, le continent reçoit actuellement 30 milliards de dollars pour faire face à ces défis climatiques, une somme insuffisante face aux besoins annuels estimés à 277 milliards de dollars. Your Excellencies, climate change is laying bare the vulnerabilities of all communities, along with livestock. Le changement climatique met à nu les vulnérabilités de toutes les communautés, ainsi que du bétail et de la faune. La nécessité de renforcer la sécurité alimentaire ne peut donc être mise en exergue. L'importance d'un approvisionnement en eau adéquat pour les animaux dans leur habitat contribuera également à prévenir l'empiètement sur nos communautés. In their habitats will also go a long way in preventing encroachment into our communities. Pour Emmerson Mnangagwa, il y a nécessité de débloquer des capitaux privés pour le développement car les finances publiques ne peuvent à elles seules combler le déficit d'investissement du continent estimé à entre 100 et 150 milliards de dollars par an. By the same token, robust and responsive socio-economic models must be developed. De même, des modèles économiques sociaux solides et responsables doivent être développés afin que les avantages financiers de ce secteur profitent à des aspects plus larges du développement local, tout en renforçant la résilience et l'autonomie des communautés au sein de nos pays. Building resilience and empowering communities within our countries. Dans l'optique de libérer le potentiel de transformation du continent, la Banque africaine de développement estime qu'il est crucial de combler un déficit de financement annuel d'environ 402 milliards de dollars d'ici 2030 et recommande de donner la priorité aux investissements dans l'éducation, l'énergie, l'amélioration de la productivité et les infrastructures. Et maintenant, l'actu de nos régions, signée cette semaine par Marie Rouget, revient sur l'alerte climatique en Afrique de l'Est avec 7 pays visés par des températures records. Claver-Gatete appelle à une action coordonnée pour plus de visibilité des marques africaines. Le Maroc et le Kenya renforcent le partenariat avec plusieurs accords signés. Au moins 7 pays de la Corne de l'Afrique, dont l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie devraient enregistrer entre juin et août 2025 des températures supérieures à la normale, selon le Centre de prédiction et d'application climatique, organe de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Certaines zones dépasseront les 32 degrés Celsius malgré des précipitations attendues. En cause, une forte variabilité climatique avec des poches de sécheresse annoncées notamment dans l'ouest de l'Éthiopie et au centre-sud du Soudan. L'alerte climatique intervient alors que plus de 60 millions d'habitants de la région sont déjà en situation d'insécurité alimentaire. En Éthiopie, le 31 mai 2025, Claver-Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, a exhorté les pays et entreprises du continent à renforcer la visibilité et la compétitivité des marques africaines à l'échelle mondiale. Lors de la présentation du classement Brand Africa 100, Africa's Best Brand 2025, le secrétaire a souligné le potentiel du continent, porté par une classe moyenne croissante et une population majoritairement jeune, mais aussi le manque de visibilité internationale des marques
marques africaines. Claver Gatete a proposé 5 stratégies pour inscrire les marques africaines dans les dynamiques de développement du continent, insistant sur le rôle de l'expression de l'identité culturelle et des aspirations africaines. Au Maroc, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et le premier ministre kényan Musalia Mudavadi ont signé le 26 mai 2025 5 accords de coopération marquant un tournant stratégique dans les relations entre les deux pays. Ces accords couvrent des secteurs clés tels que la jeunesse, le commerce, la formation diplomatique, la fonction publique et le développement urbain. Ceux-ci renforcent un partenariat multidimensionnel et traduisent une volonté partagée des deux pays d'approfondir leur coordination bilatérale. Le Kenya a également réaffirmé son soutien au plan d'autonomie marocain sur le Sahara, saluant la dynamique internationale autour de cette initiative sous l'égide de l'ONU. L'annonce de l'ouverture prochaine d'une ambassade kenyane à Rabat symbolise ce réalignement diplomatique amorcé depuis 2022. Côte d'Ivoire, moteur agricole de l'Afrique de l'Ouest, a confirmé son potentiel lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2025, tenu à Abidjan du 23 au 1er juin 2025. L'événement a mis à l'honneur la Chine, partenaire stratégique dans la modernisation du secteur. Cette édition a permis de renforcer la coopération agricole entre les deux pays, entre innovation technologique et transformation locale. Les détails de cet événement avec Esther Conan. L'agriculture africaine avec 60% des emplois et 23% du PIB demeure un pilier pour les économies. Dans ce cadre, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara, tenu du 23 mai au 1er juin à Abidjan, a confirmé le potentiel de la Côte d'Ivoire comme un moteur agricole régional. Invité d'honneur, la Chine a renforcé sa coopération avec le pays d'Afrique de l'Ouest, misant sur l'innovation et la transformation locale. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobénan Kwasi Adjoumani, a salué cette alliance stratégique au service d'une agriculture moderne et souveraine. Le choix s'est porté sur la République populaire de Chine. La Chine, ce vaste territoire de 9,6 millions de kilomètres carrés, n'a que 10% de terres arables, contre 60% des nôtres. Pourtant, avec cette portion de terre, la Chine réussit l'incroyable défi de nourrir une population de près de 1,4 milliard. La Chine et la Côte d'Ivoire ont construit un partenariat agricole marqué par des échanges techniques et économiques solides. Le centre rizicole de Guigidou, avec ses variétés à haut rendement, en est un exemple concret ayant permis d'augmenter significativement la production locale. De plus, les investissements chinois dans la transformation du cacao, du caoutchouc et de l'huile de palme contribuent à valoriser les produits ivoiriens et à renforcer les chaînes de valeur locales. La Chine et la Côte d'Ivoire sont de véritables amis fondés sur la sincérité et la confiance mutuelle, ainsi que des partenaires engagés dans une coopération gagnant-gagnant. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales de Côte d'Ivoire est la plus grande manifestation agricole en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement chinois y attache une grande importance. Nous avons mobilisé diverses ressources. Lors de la journée de la Chine, à l'édition 2025 du Sahara, la coopération sino-ivoirienne a pris un tournant stratégique. Des technologies agricoles innovantes ont été présentées autour des filières clés comme le café, le manioc et le caoutchouc, avec un focus sur l'agriculture intelligente. À cette occasion, plusieurs accords de partenariat ont été signés, concrétisant un engagement commun pour une agriculture ivoirienne moderne, durable et compétitive. Je voudrais lancer un appel vibrant aux investisseurs chinois. La Côte d'Ivoire regorge de potentialités qui ne demandent qu'à être exploitées par la transformation. De nombreux produits agricoles attendent d'être valorisés sur place dans un partenariat de type gagnant. À travers les résolutions du Forum de la coopération sino-africaine, la Chine s'était engagée à soutenir la Côte d'Ivoire pour le renforcement des capacités agricoles, la transformation locale et l'innovation. Objectif, moderniser les filières clés comme le cacao, le café et la noix de cajou, tout en assurant une agriculture durable et compétitive.
La 27e édition de l'Africa Energy Forum se tiendra du 17 au 20 juin 2025 au Cap, en Afrique du Sud. Ce rendez-vous majeur réunira quelques 6000 acteurs du secteur énergétique africain pour discuter transition énergétique, investissement durable et accès à l'électricité. Objectif: soutenir l'essor des énergies renouvelables et accélérer la décarbonation du continent. Dans un contexte marqué par une hausse de 80% des investissements dans l'énergie propre en 5 ans, l'Afrique ambitionne de quadrupler sa capacité en énergie renouvelable d'ici 2030 pour atteindre 300 gigawatts et fournir l'accès à l'électricité à 300 millions de personnes. L'Africa Energy Forum se positionne comme une plateforme stratégique pour transformer cette dynamique en actions concrètes. Du 23 au 28 juin 2025, Abuja au Nigeria sera hôte de la 32e édition des Assemblées annuelles d'Afreximbank, l'un des plus grands événements économiques du continent. Plus de 6000 participants, dont des chefs d'État et des leaders économiques, y débattront des enjeux du commerce et du développement en Afrique. Placée sous le thème « Construire l'avenir sur des décennies de résilience », cette édition mettra l'accent sur la ZLECAf et les perspectives économiques africaines dans un contexte mondial incertain. Le Nigeria, partenaire clé d'Afreximbank, espère renforcer sa coopération avec l'institution qui a déjà investi 52 milliards de dollars dans son économie. Du 26 au 28 juin 2025, Lomé, la capitale du Togo, accueillera la conférence Mansa, un rendez-vous panafricain placé sous le signe de l'unité, de la souveraineté et de la responsabilité. Loin des discours symboliques, Mansa entend poser les bases d'une transformation concrète du continent portée par ses propres valeurs. 140 ans après la conférence de Berlin, ce forum réunira décideurs, penseurs, entrepreneurs et membres de la diaspora pour repenser les modèles politiques, économiques et sociaux africains. Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, dirige de façon experte la coordination des politiques pétrolières en Afrique, promouvant la coopération et la durabilité. Son leadership visionnaire et son engagement en faveur de la transparence et de la gouvernance renforcent l'industrie pétrolière africaine, soutenant le développement régional et la prospérité économique. Fatma Niang nous dresse son portrait. Dr Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains APO, depuis janvier 2020, est un expert reconnu dans le secteur énergétique africain. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université Rutgers des États-Unis obtenu en 1988, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la Nigerian National Petroleum Corporation, consolidant sa connaissance approfondie des enjeux du marché pétrolier africain. Sa vision stratégique vise à renforcer la coopération entre les pays producteurs dans la logique de la transformation énergétique de l'Afrique. Today, the global energy industry, especially for the African continent, we have come to the realization that aujourd'hui, aucun pays africain ne possède à lui seul toutes les ressources nécessaires pour relever les nouveaux défis que la transition énergétique pose à l'industrie pétrolière et gazière africaine. Mais en unissant nos forces, nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir. But when we come together to work on addressing these challenges, we have everything that it takes to be able to address the challenges. Explorant des stratégies pour assurer la sécurité énergétique, Omar Farouk Ibrahim œuvre activement à renforcer la position de l'Afrique sur la scène pétrolière mondiale, portant une vision profondément ancrée dans les réalités du continent. Pour lui, recentrer l'usage des ressources africaines au service des populations africaines est non seulement un impératif moral, mais une condition de développement durable et d'autonomie énergétique. 600 million Africans don't know what electricity is about. Nearly 1 billion Africans 600 millions d'Africains ne connaissent pas l'électricité et près d'1 milliard n'a pas accès à une énergie moderne pour cuisiner. Et malgré cela, nous sommes les premiers à exporter nos ressources. Sur les 75% et 45% de nos ressources pétrolières et gazières exportées,
Si nous les sécurisons pour nos populations, nous pourrons véritablement améliorer la vie de la majorité des Africains. Ancien gouverneur du Nigeria auprès de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, basée à Vienne de 2015 à 2020, et membre du conseil d'administration de l'Organisation du gaz basée à Doha, son expertise lui a permis d'intervenir efficacement auprès d'institutions internationales. Sa stratégie inclut également la promotion des investissements dans les énergies renouvelables, anticipant la transition énergétique mondiale, tout en soutenant les économies dépendantes de l'or noir. You might be aware that we are establishing the Africa Energy Bank. It's the first truly indigenous development. Vous avez sans doute entendu parler de la création de la Banque africaine de l'énergie, qui sera la première institution financière véritablement africaine. Contrairement à la Banque africaine de développement, qui reste une institution à vocation globale et régionale, cette banque a été conçue et développée sur le continent africain. Bien qu'elle soit ouverte aux investisseurs étrangers, seules les contributions partageant notre vision selon laquelle le pétrole et le gaz continueront de jouer un rôle clé en Afrique sont acceptées. That oil and gas has a role to play in the near, for the foreseeable future in the global oil, at least in Africa. Avant de s'aventurer dans le secteur pétrolier en 2023, le docteur Ibrahim a travaillé dans les médias où il a été à plusieurs reprises directeur général et ancien directeur général de la maison de presse appartenant au gouvernement fédéral nigérien, The New Nigerian Newspapers, entre 1999 et 2023, avant de passer 7 ans de février 2003 à décembre 2009 en tant que chef du département des relations publiques et de l'information et membre de la haute direction du secrétariat de l'OPEP à Vienne. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée pour vous par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute notre actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.